Bonjour, vous. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible en description. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez, de rentrer le jeu de votre choix parmi un large choix possible et de croiser les doigts. Merci et bon courage à tous. Est-ce que vous connaissez les succès, ou les trophées, ou je sais pas quoi d'autre? Non, la question elle peut paraître bête en 2021, mais ça l'est pourtant pas tellement. Par succès, on veut parler du fameux moment où pendant que tu joues à un jeu vidéo, le jeu, les développeurs, voire même la plateforme de jeu elle-même, t'envoie un message de félicitations pour te dire « Bravo, toi !» Tu viens d'accomplir un objectif X à un instant T. L'idée de succès, ou plus largement de récompense pour une performance en jeu, ça date pas de la PS3 ou de la 360. Dans les années 80, Activision envoyait déjà des récompenses aux joueurs qui réussissaient à placer des scores au-dessus d'un certain seuil sur arcade. Des petits patchs en tissu tout à fait mignons qui seraient du meilleur effet sur un sac à dos, mais qui ne seront pas l'objet de cette vidéo. Non, nous on va s'intéresser à ceux qui font des petits carillons sur Xbox et sur PlayStation. Et sur Steam aussi, pourquoi pas, mais moins, quand même. Oh, et j'y pense, mais cette vidéo ne parlera pas du tout de Nintendo. Il n'y a pas de succès sur console Nintendo. Il y a eu une vague tentative de quelque chose avec les tampons sur Wii U, mais ça a été abandonné avec le Miiverse. Repose en paix, petit prince. Les origines des succès. L'idée d'une petite récompense visuelle derrière un accomplissement en jeu, sur Xbox et PlayStation, c'est apparu pendant la génération PS3 et 360, en 2005. D'abord, sur 360. Désolé les fanboys Sony, mais les succès à la base, c'est un peu comme les manettes à pile. C'était un truc Xbox. Pour Microsoft, c'était l'occasion de poursuivre la grande innovation de la première Xbox, le Xbox Live. Un système de jeu en ligne payant, sans hardware supplémentaire requis. C'était pas la première fois qu'on pouvait jouer en ligne sur console, sur Dreamcast et PS2, c'était déjà possible, et on peut remonter encore plus loin si on veut, avec le Netlink de la Saturn ou le 64DD de la Nintendo 64, pourquoi pas. La vraie innovation côté Microsoft, ça a été d'approfondir l'expérience utilisateur en proposant un seul compte pour tous les jeux, avec un gamer tag unique. Bon, en termes de features, c'était ce qu'on attend, D'abord juste du jeu en ligne, avec une liste d'amis sur la première Xbox, c'est sur 360 que ça a commencé à être vraiment intéressant. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu apparaître le fameux Gamer Score, qui va nous intéresser aujourd'hui. Un système de points, encore en activité, qui récompense la complétion des jeux via les fameux succès. Toutes les bases étaient déjà là. Un jeu standard sans DLC de Xbox 360 rapporte au maximum 1000 points, en cumulant tous les succès, via une liste proposée par les développeurs du jeu à travers une forme définie par Microsoft. En général, la somme de points rapportée par un succès en particulier est proportionnelle à la difficulté de la tâche à accomplir. Par exemple, dans Trivial Pursuit sur 360, parce que oui ça existe, remporter une alerte triviale en répondant tout bon à toutes les questions rapporte 100 points, alors qu'obtenir une des fins de Dark Souls sur Xbox One n'en rapporte que 90. Nous pouvons donc, grâce aux mathématiques, déterminer avec fiabilité que Trivial Pursuit sur 360, c'est quand même vachement plus dur que Dark Souls. C'est QFD. Plus sérieusement, ce système-là de récompense a remporté un franc succès. C'est en tout cas ce que déclarait en 2007 Aaron Greenberg, responsable du marketing des jeux Xbox. Pire que ça, l'existence des trophées aurait eu dès son introduction un impact direct sur la vente des jeux. Figurez-vous qu'entre 2005 et aujourd'hui, chacun y est allé de sa petite analyse pour essayer de comprendre le phénomène. Certains n'hésitent pas à invoquer la psychologie sociale, comme la théorie des 16 désirs de Stephen Rice. On va pas entrer dans les détails ni prendre parti, mais en gros, on aimerait accumuler des trophées parce qu'aimer accumuler des trucs, ce serait dans la nature humaine. On se prononcera pas là-dessus, c'est pas tout à fait l'objet de la vidéo, et c'est surtout pas notre domaine de compétence du tout. Mais force est de constater que les succès ont très vite été victimes de leur succès. Dès respectivement 2008 et 2007, Sony et Valve s'en sont inspirés, et ça a été l'origine des trophées sur PlayStation et des succès Steam, qui sont en général juste un nom différent qui désigne exactement la même chose. La liste de succès pour un même jeu n'est pas différente de la PlayStation à la Xbox, ou alors très rarement. Ce qui est intéressant du coup, c'est que malgré les similitudes, on peut voir une différence de philosophie entre Sony et Microsoft. On a d'un côté les succès Xbox, qui débloquent des points, qui s'accumulent pour ne former qu'un seul gros nombre associé au profil du joueur, et du côté PlayStation, les trophées, qui sont classés dans 4 rangs, or, argent et bronze, avec tout en haut le fameux trophée platine. Récompense qui viennent montrer aux gueux et aux pecnos du village, là, que la fille ou le mec, ils ont tout fait, tous les succès du jeu tout bien. Et donc du coup, moi ce week-end, j'ai enfin eu le platine de Uncharted 4. J'étais méga fier. Non, ça Si, je te jure. Au même moment, j'ai fini Ghost of Tsushima. Moi, j'ai celui de Devil May Cry 5. Ok, c'est bon, t'es content? Tiens, prends ça là. Il y a ma femme à côté si tu veux. Ah, t'as une femme?
Faut dire des trucs qu'on a. Plus récemment, on a eu les niveaux de profil sur PlayStation. Mais personne s'intéresse à ça. Tout ce qui compte, c'est les trophées d'or et de platine. Sur Steam aussi, on a des succès, mais là c'est encore plus abstrait. Ça existe, mais il n'y a pas de trophée, ni de points. Tu peux t'en servir de décoration si tu veux, mais ça n'a qu'un lien très très vague avec le profil du joueur. D'autant plus que sur Steam, il n'y a pas de limite, ou d'indication précise de la part de Valve sur la liste des trophées ou leur valeur. Alors on retrouve parfois des exemples bizarres, comme Zen vs Zombie, et ses 10 361 succès, dont bien 3000 offerts pour avoir simplement lancé le jeu et attendu un truc comme 1 minute. Vous voyez, les succès Steam sont encore plus étranges que ça, parce qu'en parallèle, il y a aussi les cartes Steam, des objets virtuels à collectionner et à échanger que tu obtiens en quantité limitée en jouant à un jeu. Enfin, en jouant, faut le dire vite, faut juste que le client Steam détecte le jeu. Ou un truc qui simule le jeu. T'es même pas obligé de vraiment jouer, ça n'a aucun lien avec des succès, et c'est dommage, parce que les cartes Steam dans le fond, c'est ce qui ressemble le plus à une vraie récompense. Il y en a à collectionner, tu peux les échanger avec d'autres joueurs pour assembler des collections complètes, voire même, tu peux les vendre dans le marché Steam dédié aux objets virtuels, et utiliser cet argent-là pour acheter de nouveaux jeux, qui eux-mêmes te rapporteront des cartes Steam. Il y a un lien entre les cartes Steam, les badges, le niveau du profil et les succès, mais il faut bien avouer que c'est un petit peu nébuleux. C'est pas aussi optimisé que chez Sony ou Microsoft. Mais à quoi ça sert ? Oh, je vous vois venir, bande de petits malins. La vraie question que se posent les vrais champions, c'est « Mais à quoi ça sert ces conneries ?» Et c'est une question légitime. Effectivement, accumuler des chiffres ou des trophées, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi faire ? Bon bah la première réponse, c'est la reconnaissance sociale. C'est un peu comme si depuis la 360, le jeu vidéo console était devenu une sorte de MMORPG. À tout moment, on peut montrer qu'on a la plus grosse quéquette, parce qu'on a tous les trophées sur un jeu dur, comme on aurait fini une quête pour obtenir un objet légendaire. Et en vrai, j'aime bien le rapprochement avec la théorie des MMO, parce que l'apparition des trophées a aussi fait apparaître des gens dont le seul but était l'accumulation. Des joueuses et des joueurs disposés à acheter n'importe quel gros jeu de merde, ou au moins avec des trophées faciles à obtenir. Il est effectivement parfaitement plausible que les succès aient eu un effet sur les ventes de jeux vidéo Albedo, Eyes from Outer Space, qui, bon, c'était une bouse complète, mais dont le platine tombait très très vite, et parfois à l'inverse, le jeu était très bien, comme le portage de Clannad sur PlayStation 3, un visual novel tout à fait sympathique. Je sais pas si vous connaissez les visual novels, mais c'est uniquement du texte, et ce jeu-là, il est uniquement en japonais. Le trophée platine s'obtient en à peu près 1 ou 2 heures, en bourrant le passage rapide du texte. Et tout ça, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les gens qui ont platiné ce jeu, est-ce qu'ils l'ont vraiment joué ? Est-ce qu'il y a autant de personnes qui maîtrisent le japonais à ce point ? Plus récemment, on a eu une toute autre utilité au trophée qui s'est avérée être un petit peu plus statistique. Je veux dire, si on prend l'exemple de la PlayStation 4, allez sur le profil de n'importe qui et vous verrez que non seulement il est possible de se comparer directement jeu par jeu, mais qu'en plus, il est aussi possible de voir le pourcentage de joueurs ayant débloqué le trophée en question. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est complètement pas. Prenez ça en compte et ajoutez que bien souvent, il existe une suite de trophées pour venir enregistrer le joueur à chaque étape du jeu. Et vous pourrez vous amuser à faire des courbes de décrochage des joueurs. Alors on peut voir, voilà, comme ça, la courbe de décrochage des joueurs de Batman Telltale. Avec ici, le chapitre 1, épisode 1, 90,82% des joueurs ont obtenu ce trophée. Un nombre qui ne cesse de baisser inexorablement jusqu'au l'épisode 5, chapitre 6, voilà. Avec 62,57% de taux d'obtention. On peut donc en déduire de manière concrète une baisse de 38,43 points. Voilà. Je vais te démarrer, Jean-Louis. Non, pas les vêtements, pas les vêtements. Non, non. Non, sans déconner, ce genre de données pour un développeur, c'est une vraie mine d'or. C'est la garantie, grâce aux mathématiques, de pouvoir mettre le doigt sur les éventuels problèmes de game design du jeu, en regardant là où les joueurs abandonnent. Et c'est complètement gratuit en plus. Non, mais pour de vrai, à quoi ça sert ? Mais ça, j'imagine que vous vous en foutez. Non, mais j'entends bien, hein. On vous voit déjà trépigner chez vous pour savoir s'il se passera un truc si vous obtenez tout plein de succès très très vite. Et la réponse, c'est... oui, mais non. Et non. Très récemment, là, en octobre 2020, Microsoft avait organisé pour la sortie de la Series X une grande compétition qui visait à récompenser celle ou celui qui réussirait à marquer le plus grand nombre de points sur une période d'à peu près 3 semaines. Et ce qu'on a observé, c'est que bien évidemment, les gens se sont rués non pas sur des jeux spécialement bons ou mauvais,
mais plutôt sur des titres dont les succès étaient très faciles à obtenir, comme Don't Starve ou Subnautica, qui sont deux très bons jeux, hein, mais qui laissaient surtout aux joueurs et aux joueuses l'accès direct à la console de commande, façon Sims. À peine le temps d'écrire Motherload, les 1000 jeux s'étaient pliés. Tout pareil, on pourrait parler de Karim Akan. Rien à voir avec la Côte d'Azur, c'est un joueur PlayStation carrément entré dans le Guinness Book des records du monde, pour avoir rentré en février 2019 un total de 1857 trophées platine. Premièrement, c'est sans doute un Jedi. Et non, mais vous voyez, même le Guinness Book des records, il s'en bat les couilles du niveau de profil PSN. Ce qu'on évoque là, c'est des exemples très spécifiques, mais plus largement, c'est vraiment rare que Sony ou Microsoft récompensent qui que ce soit pour avoir obtenu des succès. Et je vous raconte ça, et récompenser des joueurs c'est une chose, mais les punir, c'est aussi complètement possible. C'est pour ça qu'en 2008, Microsoft a décidé de punir toute une vague de tricheurs accumulateurs de points en réduisant leur gamerscore à 0, et en leur assignant la mention tricheur dans leur profil. Mais là, de vous à moi, je sais pas comment le prendre. Je suis un peu jaloux, en vrai. Certes, tous les comptes en question sont passés à un gamerscore de 0, mais la mention tricheur avec laquelle tu peux apparaître en ligne, bah, je trouve ça un peu cool. Ça fait un peu hacker de la NASA du Pentagone du Texas de l'Amérique. C'est un moyen de se distinguer beaucoup plus spécial que n'importe quel score de points le sera jamais. Et vous en pensez quoi? Je pense que, sincèrement, le plus beau dans tout ça, c'est que les développeurs peuvent aussi, et c'est pas toujours le cas, tenter d'entretenir comme ça un dialogue avec le joueur par le biais des succès et des trophées. Créer un succès ou un trophée pour avoir accompli quelque chose d'une certaine manière, c'est déjà plus ou moins comme guider le joueur vers le fait en question. Je vais prendre l'exemple de Tales of Vesperia, un jeu qui récompense les joueurs pour la complétion de missions secrètes. Contre les boss, il y en a une par boss qui débloque en jeu un petit secret, un petit dialogue. Le problème, c'est que ces petits objectifs-là sont cachés. Et que vous connaissez les RPG japonais, hein. Ça ne se devine pas. J'ai découvert la plupart de ces objectifs complètement au pif, et je vous avoue que sans l'aide d'autres joueurs, j'aurais jamais réussi à trouver comment jeter ce mec-là par-dessus le bateau. Et c'est pour ça que la première étape pour un chasseur de trophées ou de succès, c'est d'aller sur internet et de rencontrer des gens. C'est de rentrer en contact avec la communauté des chasseurs de trophées, par exemple. En fait, on conseille à tout le monde de faire ça, parce que c'est peut-être bien le plus gros cas d'école de la vidéo. Trop souvent, les joueurs consoles sont caricaturés comme des espèces de PNJ de la vraie vie, qui ont choisi leur machine comme on choisit un parti politique. Et c'est pas totalement faux, la guerre des consoles ça existe encore, et même plus que jamais paradoxalement, au fait que comparé à l'époque Sega, Nintendo, Microsoft et Sony sont plutôt tranquilles. Pourtant, faites l'essai de rentrer en contact avec des personnes qui chassent des trophées sur des communautés comme PSTHC par exemple, et vous rencontrerez des personnes qui ne sont pas dans une logique compétitive, mais plutôt dans une logique d'entraide. Bien que tout le monde soit indirectement mis en compétition dans cette histoire, vous pourrez trouver sur internet toutes sortes de sites avec des guides, souvent très bien rédigés, pour obtenir tel ou tel trophée. Et ce sur plus ou moins n'importe quel jeu, récent ou pas, du AAA au plus obscur. Certains joueurs vont jusqu'à carrément faire des guides vidéo pour aiguiller n'importe qui, pas à pas. C'est même devenu un point de rencontre nécessaire au moment où les développeurs, toujours bien intentionnés, ont pris la décision d'instaurer des putains de succès liés au online. Juste pour l'exemple, on va prendre Sonic et Sega All-Star Racing Transformed, dont un des trophées demande aux joueurs de gagner une course multijoueur dans laquelle il y aurait Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Shadow. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Alors oui, tu peux te connecter en ligne sur des serveurs déserts, tout seul, si vraiment t'en as envie, en croisant les fesses et en serrant les doigts pour que miraculeusement t'aies 4 autres joueurs qui aient décidé au même moment de prendre les 4 personnages que t'as pas choisis pour faire le même succès que toi. Et dans ce cas de figure là, imaginons, par chance, t'arrives premier, parce qu'il faut gagner la course. Mais non. Le chemin le plus court pour ces conneries, c'est encore de filer vers une communauté de joueurs et de chercher directement des partenaires pour s'arranger un petit 5 à 7 Sonic dans la voiture. Dans la communauté des chasseurs de trophées, on appelle ça le boosting. Et trouver là où le bon partenaire, ça a quelque chose d'un petit peu magique. Dis-moi Iko, est-ce que je peux te demander un truc? Oui, quoi? Est-ce que tu m'aiderais à faire des succès? Bien sûr, tout pour toi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu connais le sub for sub? Oh, bien sûr. Cling. Maintenant, on vous donne un discours vraiment généraliste sur le sujet. Mais vous en faites pas, pour rédiger cette vidéo, nous-mêmes on s'est pris au jeu de la chasse aux trophées. À titre personnel, je dirais que ça a eu un effet très particulier sur ma manière de consommer des jeux vidéo. Vous voyez, j'adore les RPG japonais, par exemple.
Et mon angoisse, c'est la même que celle de tout un tas de gens. Quand je joue à un jeu, j'ai super peur de louper un truc. Si je passe dans un temple magique de la prophétie du destin, vous pouvez être sûr que je vais passer au moins 3 heures à toucher toutes les statues des saints et tous les saints des statues. Et ce qui est très marrant du coup, c'est que très souvent, la liste complète des trophées correspond à la complétion totale du jeu. Final Fantasy XIII, par exemple, demande aux joueurs d'avoir obtenu l'intégralité des objets de tout le jeu. Et le pire dans cette histoire, c'est que toujours à la pointe de la subversion, les joueurs eux-mêmes se sont mis à développer des succès. Le plus bel exemple actuellement, c'est Retro Achievements, un site qui distribue gratuitement des versions modifiées d'émulateurs pour intégrer tout un nouveau système de succès sur les jeux rétro. Et là, pour ce qui est des succès en eux-mêmes, c'est l'anarchie complète. Il y en a rétrospectivement pour assez peu de jeux. On ne retrouve sur Retro Achievements que les titres les plus populaires de chaque plateforme entre guillemets, parce que c'est uniquement des passionnés qui développent ça en bénévole sur leur temps libre. Mais ça a un double effet qui se coule. Si c'est développé par des aficionados hardcore du rétro gaming, c'est aussi l'occasion de découvrir des pépites qui auraient pu nous échapper, comme Sparks sur Game Boy, un jeu plateforme action très sympa, dont j'aurais jamais entendu parler si je l'avais pas vu dans la liste des jeux. Un autre truc qu'on remarque, c'est que quand tu laisses les joueurs développer eux-mêmes leur succès, ils ont tendance à tourner autour d'une vision du jeu qui a parfois rien à voir avec celle des développeurs. Sur Retro Achievements, il y a un système de modération qui a tendance à séparer les sets de succès dits officiels, que tout le monde et sa grand-mère peuvent obtenir en jouant normalement au jeu, et les sets bonus, qui tournent autour d'une vision obsessionnel du jeu, genre le set bonus de Mario 64, qui propose entre autres un succès pour celle qui réussira à finir le jeu sans récolter d'étoiles du tout, ce qui est pas vraiment possible en principe. Ou alors, dans un style complètement différent, un autre succès pour celui qui réussira à récolter les 120 étoiles du jeu en une seule et unique session, sans quitter le jeu, sans faire pause. Et dans le fond, cette vision complètement bordélique du système de succès et de récompense, c'est beau. Je suis pas allé jusqu'à taper dans un set bonus, mais pour la beauté du sport, j'ai tenté l'affaire de Retro Achievement sur Pokémon Bleu, en entamant une route génocide qui me force pour avoir le succès à vaincre chaque dresseur du jeu, dans tout le jeu. Et en même temps, parce que sinon c'est trop facile, j'ai aussi entrepris de battre chaque arène en mode 7, avec une limite de niveau activée. Bon, ça j'en parle plus dans le détail dans une vidéo dédiée sur Singe Pourpre, dont le lien est dans la description si ça vous intéresse. Je vois aussi ce que vous pourriez vous dire. Il n'y a rien d'obligatoire dans les trophées ou dans les succès. C'est vrai que souvent c'est mal foutu, que ça ressemble à un petit système de médailles, comme à l'armée. C'est vrai aussi qu'il y a très peu de chances que ça vous apporte un jour quelque chose dans la vraie vie. Mais bon, quoi qu'on en pense, les succès sont quand même un petit peu le visage du jeu vidéo moderne. Et juste entre nous, je pense sincèrement qu'il est possible d'y trouver beaucoup plus qu'un simple concours de tub. Les succès, c'est tout ce qu'il nous restera quand nos cartes mémoire et nos disques durs seront tous morts. Avant que ça n'arrive, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et partager la vidéo si elle vous a plu. Oh, et n'oubliez pas la cloche. Étagère a aussi une chaîne sur laquelle il parle de dessins animés si jamais ça vous intéresse. Pour le reste, on se dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde.